Samedi 20 novembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Catherine Grinfogel-Drommenschlager, enseignante-chercheuse à Toulouse, pour la parution de son premier roman, Lousia, aux éditions Hermann, organisé en lien avec l'association Hebraïca dans le cadre des Journées de la culture juive. Bonjour à tous. Merci d'avoir préféré les livres et l'histoire au beau temps et au match. Je ne sais pas, il y en a sûrement un cet après-midi. Donc merci d'être venu pour nous écouter parler d'un livre vraiment poignant. Et je reprendrai là, la formule de Serge Klarsfeld, un très beau livre qui vous tient en haleine du début à la fin. C'est un livre qui moi-même m'a tenu en haleine la première fois que j'ai lu le Tapuscrit de Catherine. Et il y a longtemps. Et je remercie Catherine de m'avoir associé à ce projet éditorial. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous m'avez beaucoup aidé. Et plusieurs années de travail depuis la relecture du premier état du Tapuscrit jusqu'à aujourd'hui. Bien, c'est donc le livre de Catherine, Lousia. Et Catherine Grinfogel, alors certains d'entre vous la connaissent très bien, d'autres moins. Et Catherine, avant de commencer, il faudrait peut-être dire qui vous êtes. Donc vous enseignez le droit à l'Université Toulousain-Capitole. Quel droit d'ailleurs ? Beaucoup de droit des affaires, de droit européen des affaires. Mais au départ, il est vrai que j'étais spécialisée dans les crimes contre l'humanité. Je n'ai jamais trop enseigné de pénal, mais j'avais fait ma thèse sur ce sujet. Voilà. Donc il y a notamment un livre qui a eu un certain retentissement sur le crime contre l'humanité et qui vous a amené à participer comme expert au procès de Maurice Papon. Oui, on m'avait demandé une expertise, je l'ai faite. Le parquet général de Bordeaux m'avait demandé effectivement et je l'ai fait. Voilà. Et puis, puisqu'on est à Toulouse, là aussi, beaucoup d'entre vous le savent, d'autres peut-être moins, le nom de Grinfogel, c'est un nom important à Toulouse. Et peut-être pourriez-vous rappeler, bon, on connaît le centre Maurice Grinfogel. Alors, quel est le lien avec Maurice Grinfogel ? Maurice Grinfogel était un gynécologue réputé, très mais il avait un poste important au niveau, je ne sais pas comment dire, judaïsme. Oui, au Congrès juif mondial, ça, voilà. Et c'était mon oncle, le frère de mon père. Ah, donc c'était votre oncle. Oui. Voilà. Et on pourrait penser que c'est une famille de longue date, qui est une famille toulousaine de longue date, ce qui n'est pas le cas en fait. Non. Nous sommes toulousains depuis que Toulouse était en zone libre. Parce que ma famille est originaire de Pologne et après, ils sont venus dans les années 20, mes 4 grands-parents dans les années 20. Ils se sont installés dans l'est de la France et la famille de mon père, la famille paternelle, donc, est venue de Nancy à Toulouse pendant la guerre, puisque c'était donc zone libre. Voilà. Alors, Lousia, est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc, Lousia, pour dire quelques mots, c'est un destin. C'est le destin d'une jeune fille qui est née le 30 avril 1918 à Bialystok. D'ailleurs, à Bialystok, on en parle ces jours-ci pas mal. On va en reparler. Oui. Et qui s'éteint, on n'a pas la date, en septembre 1942 à Auschwitz. Voilà le destin de cette jeune fille. Il y en a sûrement eu des milliers comme elle. Il y en a eu. Oui. Et ce qui est très émouvant, c'est que d'elle, il ne restait presque rien, quelques photos, et c'est votre quête mémorielle à la recherche de Lousia qui donne tout son sens à ce livre. J'ai essayé, autant que faire se peut, de la tirer de là où les nazis l'avaient mise. Et d'ailleurs, mon livre, au départ, vous vous en souvenez, s'appelait Lousia, juste avant que les cendres s'envolent. Pour le peu qui restait, le peu qui en restait, dans les archives, à droite, à gauche, dans la mémoire de quelques personnes qui aujourd'hui sont toutes décédées,
Eh bien, j'ai essayé de le rattraper pour le consigner dans ce livre. Puisqu'elle n'avait pas de sépulture, je me suis dit peut-être qu'elle en aurait une maintenant. Voilà. Et l'entreprise de Catherine s'apparente à celle d'autres livres que vous connaissez, hein, à des degrés divers. Hein. L'entreprise de Daniel Mendelssohn sur les disparus, ou l'entreprise de Ruth Zilberstein dans 209 rue Saint-Maur, hein, un autre livre vraiment extraordinaire, ou par exemple, d'un point de vue encore plus historique, l'entreprise d'Ivan Jablonka, hein, qui à la recherche de ses grands-parents. Donc, c'est un peu dans la même quête mémorielle que vous avez menée, hein, et c'est jamais facile, mais en même temps, c'est plein de surprises. Et puis, à certains moments, c'est un véritable roman d'aventure, voire la trame d'un film. Sans doute, oui. Au fil de notre enquête, de mon enquête, on a trouvé des choses incroyables, on a découvert des éléments inattendus, et ça a permis de nourrir justement le livre. Voilà. Alors c'est le point commun avec les ouvrages que j'ai cités, hein, c'est qu'il y a, comme dans l'entreprise de Mendelssohn, de Jablonka ou de Ruth Silberstein, c'est que finalement vous avez trouvé des choses. Oui, peut-être que cela signifie que quand on cherche, on trouve, après tout. Avec des coups de théâtre, oui. Des pistes que vous avez ouvertes qui ne donnaient rien, et puis d'autres pistes, par contre, qui se sont avérées fructueuses. Alors, comment vous êtes amené personnellement à vous intéresser au destin de cette jeune fille complètement inconnue, perdue dans l'entreprise de la Shoah? Eh bien, comme je le raconte dans le livre, pour ceux qui l'ont déjà lu le savent, c'est mon mari, Édouard, qui est le fils de Luzia, et qui avait fait paraître dans le journal, dans Le Monde et dans d'autres journaux d'ailleurs, une rubrique, un avis, un rappel de mémoire de ses parents. Et il l'avait écrit dans des termes qui m'avaient touchée, donc je lui ai écrit à mon tour. Et puis, il m'a raconté l'histoire de Luzia tout de suite. Il m'a dit, et ça se comprend, il était obsédé par cette histoire. D'ailleurs, lui-même, il n'en savait pas grand-chose. Enfin, à cette époque-là, il y a plein de gens dont les parents, comme ça, la famille a disparu, qui ne savent même pas ce qui est arrivé. Et grâce à Serge Klarsfeld, qui a écrit c'était le mémorial, hein, le premier mémorial de la déportation des Juifs de France. Alors, il décrivait tous les convois. Il y en a eu 75 qui sont partis de France. Il les décrivait. Il mettait toute la liste de tous les noms, de tous les gens qui partaient dans ces convois. Et grâce à lui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont su au moins à quelle date étaient partis leurs parents. Et je crois qu'Édouard l'avait appris comme ça aussi. Et alors, il avait eu quand même des éléments de la vie de Luzia par sa famille, mais il y avait des manques, il y avait des blancs, il y avait des trous dans son histoire. Alors, dans cette quête, il fallait bien partir du point de départ, c'est-à-dire de Białystok, une ville où vous n'étiez jamais allé, je présume. Non, c'est une ville peu connue. Alors, on va peut-être vous montrer où ça se trouve, hein, pour ceux qui ignorent. Hein. Vous voyez, on est vraiment à l'est de la Pologne. Hein. Ça, c'est la carte d'aujourd'hui. Hein. Donc, vraiment aux confins de la Biélorussie. Hein. Voilà pourquoi c'est d'une triste actualité aujourd'hui. Hein. Et voyez, vous avez finalement cette situation où Białystok est plus proche de Vilnius, grande ville juive, que de Varsovie finalement. Hein. À la limite, on est plus près de Vilnius. D'ailleurs, Luzia sera amenée à étudier à Vilnius. Hein. Elle a fait, je crois, je pense qu'elle a fait 1 an de droit à Vilnius, dans une université. C'est la plus ancienne d'Europe. Et je suis allée y faire un enseignement. Voilà. Exprès pour ça, d'ailleurs. Parce que je savais qu'elle avait été là-bas, et donc j'avais demandé à aller. Et ça... Alors, la situation de Białystok est très importante pour l'histoire, on va y revenir. Hein. Et il faut dire 2 mots de ce qu'était Białystok avant la Seconde Guerre mondiale. On l'appelait la Manchester. La Manchester du Nord, parce que c'était une ville très animée, avec beaucoup d'usines, beaucoup de manufactures. Il y avait beaucoup d'échanges justement avec la Russie. C'était un point stratégique. Et d'ailleurs, en face de la maison de Luzia, il y avait le Ritz, l'hôtel Ritz. Oui. Alors, on peut peut-être... Je crois qu'on a une photo, hein.
Alors, non, Ah ça, non, on va y c'est la revenir. synagogue, ça. Bon, alors, oui, cette ville était une ville très, très importante, économiquement parlant, avec beaucoup de manufactures. Ouais. Et finalement, la famille de Louzia, Aussi participé de ce mouvement. Ses parents étaient aisés, son père avait des usines, il avait des magasins, ils avaient une très belle maison qui a complètement disparu, mais qu'on a retrouvé quand même, d'après des photos, d'après des cartes postales. Et Bialystok, vous le savez, c'est la ville de Zamenhof, hein, Ah un oui, beau, bel idéal que l'idéal de l'espéranto. Et c'est aussi la ville de Samuel Pisar, hein, oui, l'auteur du Centre de l'espoir. Hein. oui, Et notamment, ce qu'on découvre, enfin, on ne sait pas on le sait, mais c'est bien de le relire, c'est qu'en fait, vu sa situation oui, vraiment à l'est de la oui. Pologne, hein, c'est que bon, au début de la guerre, hein, le problème, c'est Et- pas les Allemands, c'est les Russes. Enfin, le problème a été moindre, hein, moindre, moindre. Mais Voilà. c'est vrai que les gens de l'époque, les gens de Bialystok ne savaient pas. Ils ne savaient pas, et quand les Russes ont débarqué très rapidement au début de la guerre, ils étaient affolés, terrorisés, parce qu'ils avaient peur d'être déportés. Et beaucoup l'ont été en Russie, au Goulag, dans les plaines de Sibérie. Voilà. Beaucoup l'ont été. Et c'est ce que raconte d'ailleurs Pisar dans son livre. Et il raconte que les gens, je me suis aidée d'ailleurs de son livre, les gens étaient terrorisés, ils avaient peur d'être déportés. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en étant déportés, ils étaient sauvés. Ils sauvaient leur vie, alors qu'en restant, ils étaient voués à une mort certaine, puisque les Russes sont partis de Bialystok, et c'est les Allemands qui en sont arrivés. Et ils ont installé un ghetto tout de suite, ils ont commencé les déportations, les exterminations, les fusillades sur place, en partie sur place, et donc il y a eu très peu de survivants à Bialystok. Voilà. Et donc, ce qu'il faut dire d'emblée, hein, c'est que si Louzia a été prise elle est passée en France, donc zone occupée, puis zone non occupée, puis Drancy, puis Auschwitz, les parents de Louzia, finalement, ont été sauvés, entre guillemets, par les Russes, puisqu'ils les ont déportés Et oui, en Sibérie. oui. Ils C'est sont ça. partis en Sibérie, ils ont été déportés comme beaucoup d'autres, et pas que les Juifs d'ailleurs, tout le monde. Hein, les Polonais en ont encore aujourd'hui un souvenir cuisant, ils en parlent encore aujourd'hui de ces déportations. Alors, cette première visite que vous avez faite à Bialystok, hein, il y a très peu de temps, finalement, une des premières choses que vous avez vues, c'est ça. Ah oui. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de cette photo? Oui, alors quand je suis arrivée, nous sommes arrivés à Bialystok, on est allé à pied, c'est pas très grand, on est allé à pied de la gare jusqu'à l'emplacement de la maison de Lucia. Et en passant dans une rue, je vois ça. Et je me dis, les Polonais, ils aiment l'art contemporain, parce que j'ai cru que c'était un genre d'araignée stylisé. Et donc, le guide qu'on avait, il parlait pas beaucoup, peu l'anglais, le français, c'est même pas la peine d'y compter. Et il n'arrêtait pas de me dire synagogue. Alors, je comprenais pas. Et puis, vous voyez, là, il y a un petit, il y a un petit monument, là, au fond. Et effectivement, sur ce monument, il y a la photo que vous voyez en dessous, qui était la synagogue, l'une des synagogues de Bialystok, dans laquelle les nazis ont enfermé beaucoup de monde. Alors, ça dépend des sources. Les uns disent 700, d'autres disent 2000, on ne sait pas exactement. Ils ont mis le feu, les gens sont morts brûlés vifs. Et il n'est resté de ce bâtiment-là que ça, qui est la coupole. La coupole, vous voyez? Voilà. Donc voilà ce qu'il reste de cette grande synagogue. Hein. Donc ça, Oui. c'est votre premier contact Oui. à Bialystok. Hein. Oui. Voilà. Alors, vous êtes revenu plusieurs fois à Bialystok, Oui. et finalement, je ne dirais pas que c'est une belle histoire, mais ça va continuer. Et oui. Alors, je suis retournée une autre fois, parce que la première fois, on est allé un peu comme ça, en touriste, comme ça, pour voir. On en est revenu frustré. À partir de là, j'ai fait d'autres recherches. J'ai retrouvé la maison de Lucia, en photo, puisque l'emplacement, c'est rien qu'un terrain vague. Et puis, on est retourné une seconde fois parce j'avais publié une annonce en polonais, en anglais traduit en polonais, parce que je ne parle pas le polonais. Et cette annonce avait porté ses fruits. J'ai eu un historien, un chercheur qui m'a écrit et qui faisait justement des recherches sur cette rue-là, la rue où habitait Lucia.
Alors il me dit, mais oui, alors j'avais mis l'adresse dans l'annonce, j'avais mis que Lucia habitait telle rue, tel numéro, et que nous cherchions des informations. Moi, j'espérais, avec cette annonce, trouver plutôt des personnes qui avaient connu Lucia. Mais ce garçon, cet historien, il avait 30 ans, il ne risquait pas de l'avoir connu. Mais il avait fait des recherches sur la rue, et donc il pouvait me dire, il m'a donné plein d'éléments sur la maison. Il me dit, mais oui, au numéro 3, il y avait bien... Alors, il a commencé à me parler du grand-père d'Édouard, donc du père de Lucia, qu'il avait acheté à tel autre. Enfin, alors, on a donc pris contact avec ce monsieur, et il nous a fait d'autres recherches aux archives. Heureusement qu'on l'a trouvé d'ailleurs, puisque tout est écrit en polonais, en russe, dans toutes les langues qu'on ne connaît pas, naturellement. Et donc, il a tout traduit. Il nous a trouvé quand même pas mal d'éléments. Donc ça, c'était la deuxième fois. Et la troisième fois, alors là, vous parliez de trouvailles, etc. Ben, tout à fait par hasard. Vraiment par hasard, j'ai pris contact avec une collègue de Białystok qui m'a proposé une coopération qui était proposée par l'ambassade de France. Nous, on a des fois des appels à projets, et j'ai accepté avec elle. Et donc, je suis retournée pour travailler. Et je vais y retourner en mars-avril parce que j'ai rencontré quelqu'un là-bas, un historien. Enfin, je l'ai cherché, parce que je voulais faire quelque chose en plus encore pour Lucia. Je voulais faire nommer un lycée ou une rue ou mettre une plaque. Enfin, je voulais faire quelque chose de ce genre. Et puis, j'ai trouvé un historien qui m'a dit que la première étape de ce projet pourrait être une exposition photo. Alors donc, je suis en train de chercher les photos, et vous allez vous m'aider beaucoup dans cette tâche-là aussi, et je vous en remercie. Il faut les numériser, parce que ça sera sur des grands panneaux de 2 mètres, m'a-t-il expliqué, et ça se passera soit sur le terrain vague de l'ancienne maison de Lucia, soit à côté dans le musée du soldat polonais, qui jouxte donc la maison de Lucia. Et donc, cette exposition s'appellera My Name is Lucia. Voilà. Et je trouve ça très beau. C'est lui qui l'a trouvé. Alors, on va maintenant parler de cette jeune fille, oui. semblable à des milliers d'autres jeunes filles. Alors, peut-être, on a cette photo, par exemple. Alors, voilà la fameuse... Alors, c'est intéressant, parce que là, vous avez l'hôtel Ritz de Białystok. En face, au fond. Il n'y avait pas d'hôtel Ritz à Varsovie. Ah par contre, il n'y en a toujours pas. Et il y avait un autoriste à Białystok, ce qui vous montre... la puissance économique de la ville, et on peut montrer finalement où était la maison. Elle est là, on la voit. Appuyez. Voilà, donc l'hôtel Ritz et la maison. Et la maison, vous l'avez encadrée sur la photo prochaine. Voilà. Là. Voilà. Donc, c'est aussi un signe de la position sociale de la famille de Lucia. Et la photo est prise, vous voyez, sur l'allée, là, nous sommes dans le palais Branicki, qui était le palais où descendaient les rois de Pologne, et qui aujourd'hui... Alors, ce palais a été reconstruit aujourd'hui, ni le Ritz, ni la maison de Lucia. Le Ritz, c'est devenu un jardin, la maison, un terrain vague, comme je vous l'ai dit. Par contre, le palais Branicki a été reconstruit, et la photo est prise de l'allée de palais Branicki. Vous voyez, on voit la maison de Lucia et le Ritz. Voilà. Alors, une des rares photos qui ont été conservées, la voici, celle-ci est très émouvante. Vous pouvez en dire 2 mots, Catherine? À gauche, c'est Lucia, qui va prendre le train pour certainement se rendre ou à Varsovie, ou peut-être à Anvers, où elle a quitté Białystok pour faire ses études à Anvers. Et à côté, c'est Bronia, c'est sa sœur. Voilà. Donc, une première année d'études à Vilnius, oui, à la faculté de droit. Et ensuite, elle décide d'étudier une école de commerce. Une école de commerce. À Anvers. Oui. Donc, on va revenir sur ces lieux, qui sont des lieux parlants. Et voilà cette jeune fille, née en 1918, comme on l'a vu. Elle est brune, elle a des yeux verts. Et c'est vraiment un destin incroyable. Alors, dans le livre, il y a un corpus de quelques lettres que Lucia a écrite depuis Anvers. Et qu'on a retrouvé miraculeusement. Voilà. Alors, ce corpus, il est inestimable, parce qu'il occupe à peu près une 20aine de pages dans le livre. Et là, vraiment, on voit on la voit, oui. on la voit, oui. on l'entend. On la devine.
elle prend vie dans ses lettres. Hein. Alors, on voit par exemple, c'est une jeune fille passionnée de lecture, hein, puisque c'était un milieu où on aimait les choses de l'esprit, Oui. l'art, Oui. les langues étrangères, la musique, la littérature. Et elle a vraiment un amour très sincère pour la poésie, pour la littérature. Hein. Et elle en parle dans ses lettres. Hein. Donc, ce sont comme ça des petits éléments qui nous permettent presque de la voir revivre à travers ses lettres. Hein. Elle est très intéressée par la politique aussi. Hein. Et elle dit cette chose amusante, ah ben j'ai des sympathies pour les communistes. Hein. Finalement, s'ils veulent mettre mon père en difficulté, ça me va. Hein. Ah ouais. À peu près. Et oui, son père est industriel. Hein. Oui. Ensuite, bon, sa sensibilité est une sensibilité à fleur de peau. Hein. Alors, elle a des aventures, comme toutes les jeunes filles, hein. À Vilnius, d'abord. Aventure soft, hein. Ah oui, oui, on est dans les années 30. Hein. Donc, Je à défends la Vilnius, mémoire de Lucia. voilà, à Vilnius, c'est le fils d'un de ses profs de droit, je crois, Andrzej, c'est Ouais, ça? oui, Voilà. oui, oui, qu'elle Puis a Anvers. retrouvé à Anvers. Voilà, à Anvers, il y a un autre garçon, c'est une jeune fille comme toutes les jeunes filles. Hein. Et donc, dans ses lettres, hein, tu penses à moi, ou alors elle fait des reproches à ce garçon, hein, tu penses à toi, tu penses pas à moi. Hein, c'est très émouvant. C'est une jeune fille comme les qui, autres, oui. qui aime, Mm. qui est très sensible et sentimentale. Hein. Alors, elle est aussi très franche. Hein. Par exemple, quand elle rencontre à Anvers un garçon, ben, elle dit à Andrzej, ben, j'ai trouvé notre... Mais, hein. Auchou, celui de... Auchou, voilà, c'est ça, hein. Elle lui raconte, elle est gênée, elle n'osait pas... Voilà. Elle est tellement franche qu'elle ne peut pas ne pas lui dire. Son fiancé, qui est en Palestine, qu'elle avait connu en Pologne, qui est parti en Palestine, et donc il s'écrivait, et c'est comme ça qu'on a retrouvé miraculeusement ses lettres. Voilà. Les lettres qu'elle lui écrivait à lui. Un autre trait de caractère, hein, très caractéristique dans les lettres, c'est sa détermination. Hein. Elle dit par exemple, mes parents, c'est là qu'on voit que c'est une fille moderne, hein, Oui, mes oui. parents ne me diront pas ce que je dois faire, ni ce qu'est le bonheur. C'est quand même pour une jeune fille qui a 18 ans. Oui, Hein, oui, oui. et d'ailleurs, elle arrivera, par exemple, à inviter dans sa chambre de Mais je jeunes vous filles. ai déjà dit en tout bien, tout honneur. Voilà, bien. Voilà. Et elle exprime très bien aussi, c'est une jeune fille idéaliste. Hein. Je Oui. veux poursuivre mon rêve, même s'il est un peu ébréché. Bon, c'est une traduction du polonais, hein, mais c'est très beau. Hein. Je veux poursuivre mon rêve, même s'il est ébréché. Elle dit, la vie est belle. La vie est belle. Alors évidemment, depuis, il y a eu le film de Benigni. Hein, Oui. et bon, c'est un écho qui m'a ému. Hein. Elle dit aussi 2 fois, je crois à la vie, je crois à la vie. C'est vraiment... alors évidemment, quand on connaît le destin, ce qui va suivre en très peu d'années, hein, c'est particulièrement poignant. Et là, elle place l'amour très haut, puisqu'elle dit, un baiser, c'est quelque chose de sacré. Un baiser, quelque chose de sacré. Oui. Elle se moque des convenances, hein, puisqu'elle invite le garçon chez elle en tout bien, tout honneur. Voilà. J'insiste. Et alors qu'elle n'a que 19 ans, dans une de ses lettres, elle dit « J'ai changé au fil des années qui s'amoncellent ». C'est incroyable pour une jeune fille de 19 ans. Hein. Alors, avec l'histoire, ce destin va, comment dire, s'emballer. Hein, Là, nous parlons de la période où elle était à Anvers à étudier le commerce, voilà. donc où elle était seule. Donc elle y arrive en quelle année 37. 37. Donc, vous voyez, on est quand même... Les périls s'approchent à grands pas. Hein. L'Europe est déjà bien secouée en 1937. Hein. Et donc, on va évoquer ces lieux. Hein. Alors, tout d'abord, voilà. Alors, peut-être cette photo, vous pouvez la commenter. Alors, voici son mari. Alors, elle a eu donc le premier, celui qui était en Palestine, qui s'appelait Oscar, qu'elle appelait Auchou dans ses lettres. Ce sont les lettres qu'elle lui écrivait que nous avons retrouvées miraculeusement en 2010. Ensuite, elle a été attirée, disons, par Andrzej, un garçon qu'elle avait connu à Vilnius, qui était le fils d'un prof de droit, et qu'elle a retrouvé à Anvers parce qu'il était attaché d'ambassade, où il faisait un stage. Enfin, il était ou au consulat plutôt, hein, je pense, au consulat de Pologne.
Et puis, du jour au lendemain, plus d'Auchou, plus de Andrège, elle rencontre Raphaël et elle l'épousera. Voilà, donc elle l'épouse à Anvers. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc vous voyez, alors que l'histoire s'emballe, hein, eh bien, elle a le destin de toute jeune fille, c'est-à-dire elle rencontre un jeune homme avec qui elle décide de se marier. Hein. Alors la famille est... Comment la famille voit ce mariage? Euh, enfin, ce sont les circonstances qui font que la famille voit le mariage un peu... disons qu'elle était donc à Anvers toute seule, hein, Voilà, donc, comme il une faut jeune imaginer- étudiante d'abord, à qui les parents envoient de l'argent pour payer les études, pour payer son séjour, etc. C'est normal. Mais du jour où la guerre éclate, les parents, elle n'en a pas de nouvelles, il n'y a plus de communication, elle n'a plus d'argent parce que l'argent ne circule plus d'un pays à l'autre. Et donc elle est seule, démunie. Voilà. C'est ça qu'il faut vraiment, Oui. dont Et il c'est faut là- prendre conscience. C'est-à-dire que Mm. les premiers mois de sa vie d'étudiante à Anvers, elle reçoit, enfin, ses parents lui envoient de subsides, l'argent, elle n'a oui. aucun souci matériel. Non, Et du jour au lendemain, quand la guerre éclate, elle se enfin, fait beaucoup de quand tourments. la Pologne est envahie, Oui, eh bien, elle est seule au monde, elle est seule sans, puisque... sans aucune ressource. Voilà, petit à petit, ses ressources, peut-être elle avait quelques économies qui font de... Bon, il n'y en a plus, et elle rencontre ce jeune homme, qui était un jeune homme très bien. Et donc, ils vont se marier parce qu'elle est enceinte. Voilà, je Voilà. n'osais pas le dire, mais je le dis quand même. Voilà. Et donc, Nous comprenons, alors vous que comprendrez. l'histoire s'emballe, on est là, on est en 39, hein, Ouais. eh bien, on aura ce noyau soudé d'une jeune fille, son mari. Oui, Et et un la bébé. famille. Et la famille. Alors, Et la famille. justement, alors, c'est pour ça que la grand-mère, de l'autre côté, la mère de Raphaël était un peu coulée montée. Et, bon, de voir que la jeune fille est enceinte, ça lui déplaisait. Mais sinon, je ne pense pas que Lousia lui ait déplu parce qu'elle était d'excellente famille. Eux aussi, c'était des Oui, gens oui. très Alors, bien, c'est- d'excellente famille aussi. Eh oui, ce Une qu'on n'a pas excellente dit, famille. Parce que c'était une jeune fille brillante, hein, Oui. qui faisait de très bonnes études et qui parlait plusieurs langues. Oui, elle parlait 8 langues, et lui aussi d'ailleurs, Raphaël. Les gens de l'Est, vous savez, sont très doués pour les langues. Elle parlait effectivement. beaucoup de Une langues. autre photo. Alors, Alors ça, c'est- oui, on va y revenir. Hein, on va venir. Alors, parlons des lieux. Hein. Donc, on a parlé d'Anvers. Ah oui. Et donc, voilà un petit noyau familial, une jeune fille qui a 20 ans, même pas, son mari, un bébé, Oui. et puis... Elle n'a pas encore le bébé, elle est enceinte. Et quand les Allemands rentrent en Belgique, ils fuient, comme beaucoup de gens, pas que les Juifs. Bon, ils sont juifs, certes, mais tout le monde fuit, parce que les Belges ont des souvenirs cuisants Voilà, de la alors Première justement. Guerre mondiale. Voilà, alors quand les nazis envahissent la Belgique, hein, vous avez un mouvement qu'on connaît bien dans le sud de la France, d'un exode massif, hein, puisque les Belges avaient vécu l'invasion de la Première Guerre mondiale, Oui, et donc il y a eu un exode considérable. Hein, oui. considérable. Et alors, vous racontez ça comme dans un film, hein, la famille monte dans un train, sans regarder où il va, et ce train, où va-t-il? Eh bien, il va à Toulouse. Voilà. En Donc, fait, il voulait aller en Espagne. Il voulait passer en Espagne. Et donc, ils ont dit le premier train qui va dans le sud de la France. Ils sont montés dans le premier train. Vous savez, en temps de guerre, ça ne devait pas être facile comme aujourd'hui. Et donc, voilà. Ils se retrouvent à Toulouse. Et ils sont obligés de descendre à Toulouse parce que c'est là qu'elle va accoucher. Voilà. Alors, Oui. Toulouse, on peut dire deux mots à cette époque, hein, et notamment de l'exode des Belges. Hein. Vous savez qu'en 2 mois, mai-juin 40, il est arrivé à Toulouse 200 000 personnes. 200 000 personnes. Hein. Alors, ces personnes étaient réparties à la campagne, dans l'agglomération toulousaine, Oui, au-delà. on les plaçait, enfin, on les assignait quelque part. On s'occupait d'eux quand même. Voilà. Mais, par exemple, la Dépêche dit un jour, actuellement, il y a 30 000 Belges qui errent dans les rues de dans Toulouse. les rues de Toulouse. Voilà. Et toute l'université sur les bords de la Garonne. Avec Voilà. toute l'université, je ne sais pas laquelle, avec le doyen. J'ai trouvé un article de journal qui dit ça Voilà. aussi. Alors, vous savez que Edgar Morin était à Toulouse à ce moment-là, hein, Oui, et il raconte ce qu'était Toulouse pour un jeune homme comme lui, hein, c'est-à-dire une ville complètement survoltée avec tous ces réfugiés, puisque Toulouse était un peu une plaque tournante. Hein. Et si vous connaissez le
le Crous, rue du Thor, cette grande cour, Edgar Morin dit il y avait là des dizaines de tables avec des listes de noms et tous les jours, des centaines de personnes venaient voir les listes. Et la même chose, place du Capitole. La même chose, place du Oui. Capitole. Donc il faut imaginer ce qu'était Toulouse dans ces mois-là, à partir de mai 1940. Ensuite, la dispersion des Belges dans tout le sud de la France. Moi, je viens d'un tout petit village des Pyrénées-Orientales. Il y a eu plusieurs familles belges qui, d'ailleurs, qui revenaient tous les ans, jusque dans les années 80, pour remercier les habitants du village, alors que je pense qu'ils n'avaient pas été accueillis à bras ouverts. Vous imaginez un petit village perdu dans les Pyrénées, voir arriver 5 ou 6 familles de pauvres Belges. Peut-être que par rapport aux autorités, l'accueil des gens du cru était peut-être exceptionnel. Ouais. On l'a vu d'ailleurs pour Lousia, dans le village où où ils ont été raflés, à Io. Voilà. Et donc le passage à Toulouse, vous l'avez dit, Catherine, il est nécessaire. Alors là, Oui. Voilà, parce que il faut bien que ce bébé naisse. Et Oui. comme tous les bons Toulousains, il est né à la Grave. Il est né à la Grave. Voilà. Ouais. Édouard, c'est un bon Toulousain. Voilà, c'est un petit Toulousain qui est né à la Grave. Voilà. Il est là, Édouard. Voilà. Voilà. Et puis, ils habitent un temps à Roques-sur-Garonne. Alors, on doit leur trouver une résidence à Roques-sur-Garonne, un petit village là qui a une vingtaine de... Oui, Édouard me souffle, il me dit de parler du voyage. C'est vrai que d'Anvers à Toulouse, le voyage a duré, alors là, on le sait, l'attente d'Édouard, parce que quand ils sont partis de Belgique, il y avait donc Lousia et son mari, Lousia enceinte, son mari, les parents du mari et la sœur du mari, qui était une jeune fille. Et donc, il nous a raconté que le voyage avait duré 10 jours dans des conditions affreuses, peut-être un peu comme dans Le Train, vous savez, ce film. C'est ça. Avec une jeune fille enceinte, bien enceinte. Oui, elle était enceinte de 8 mois ou 9, enfin quasiment prête à accoucher. Et donc, ça a dû être très pénible, oui. Et donc, on les a placés, je ne sais pas comment on dit, assigner résidence ou proposer une solution à Roques-sur-Garonne. Mais ça a été très bref. Un mois et demi, Voilà. je crois. Et puis là, il y a la décision de se rapprocher de l'Espagne, comme beaucoup de réfugiés. Pensez au destin de Walter Benjamin. Et donc, on a l'autre lieu. Alors là, c'est à Toulouse. Oui, puisqu'on parlait de Toulouse, et que nous, Catherine est de l'université Toulouse-Capitole, on a ici un document inestimable de notre université. Ah oui. Vous avez les étudiants admis à étudier, les étudiants juifs admis à étudier Parce qu'il y avait à l'université de Toulouse. Un numerus clausus. Voilà. Alors il y a quelques noms qu'on reconnaît, Catherine, je crois qu'il y a un ou deux noms que vous voulez évoquer. Oui, doctorat, licence. Non. En première année, nous avons Charles Liebman, qui est un avocat. Il est décédé aujourd'hui. C'est un avocat qui a beaucoup travaillé avec Klarsfeld, avec Serge Klarsfeld, dans les procès pour crimes contre l'humanité. Voilà. Et le dernier, en première année. Et le dernier, c'est Henri Grinfogel, c'est mon père. Voilà. Donc vous voyez, c'était la liste officielle des étudiants, des seuls étudiants juifs autorisés à étudier dans notre université, qui n'était pas encore l'université de Toulouse-Capitole, puisqu'il y avait le droit et les lettres. Oui. Et voilà. Donc, pour dire 3 mots sur mon père était inscrit en première année. C'était en 42-43, mais il a dû partir pendant la guerre. Dans l'année 42, il a quitté Toulouse et la fac et avec sa famille parce que c'était dangereux. Ça devenait dangereux. Mon grand-père avait un magasin qu'on lui a pris. On a placé un administrateur dans le magasin. Mon grand-père a compris que ça ne sentait pas très bon et donc il est parti. Ils sont tous partis, ils ont traversé les Pyrénées et après ils ont fini la guerre au Maroc. Ils ont passé la guerre en Espagne au Maroc, oui. Voilà. Donc ce document était important pour montrer ce qu'était l'université française à ce moment-là. On a fait un petit saut dans le temps puisque là on est après la loi de 41. Oui. Alors une autre photo, voilà. Donc cette famille décide de se rapprocher de l'Espagne. Et là, nous sommes en Cerdagne. Vous reconnaissez donc Perpignan, la Cerdagne. Et puis, appuyez Catherine. Voilà, vous avez un tout petit village qui a 200 habitants
à l'époque qui s'appelle Yau, près de Font-Romeu. Je crois qu'aujourd'hui, il y en a 100. Voilà. Ce n'était pas dans le sens régressif. Voilà. Et vous avez la frontière espagnole. Donc, comme vous le voyez, on est à moins de 5 km de la frontière espagnole. Ils arrivent là en 2 juillet 1940. Et en fait, non, ils veulent aller en Espagne. Ils C'est sont ça. dans le train, mais on les arrête. Ils n'ont pas les papiers en règle. Il n'y a pas ce qu'il faut. On les refoule et on les assigne de nouveau à résidence, là, dans ce village. c'est ça. Et alors, la chose incroyable, c'est que pendant presque 2 ans, ils vont rester dans ce village. Ben oui. Et tous les jours, peut-être, ils se sont interrogés, est-ce qu'on passe demain ou non? Elle, Lucia, oui, elle s'est interrogée, elle voulait, elle était entreprenante, elle avait été élevée en Pologne, elle sentait que le vent n'était pas bon, elle voulait. Mais son mari était légaliste, il pensait que... Alors chaque mois, il devait refaire les papiers. Il n'avait peut-être pas les papiers suffisants pour partir en Espagne, mais au moins pour vivre ici tranquille. Il avait l'impression, il me semble, d'être tranquille. Et donc, lui voulait rester. Et finalement, ce couple, c'est un peu le symbole de 2 communautés juives qui ne voient pas du tout les choses de la même manière. Exactement. Et Oui. je pense que dans le livre d'Anne Sinclair... Oui, Anne Sinclair a écrit un livre que j'ai lu récemment, c'est sur les notables de la... je ne me rappelle plus, je ne me rappelle Compiègne, jamais. oui. Oui, le camp de Compiègne, les notables. Son grand-père a été arrêté. Comment ça s'appelle? La rafle des notables, oui, c'est ça. Et ils étaient donc enfermés dans le camp de Compiègne. Et elle raconte dans ce livre que son grand-père, qui était un juif français israélite, c'est-à-dire des juifs implantés en France depuis longtemps, a été donc enfermé dans ce camp de Compiègne, mais et avec d'autres de même genre, d'autres juifs comme lui, mais il y avait de la place encore, et pour compléter les effectifs, ils ont pris des juifs polonais. Et elle le dit dans ce livre, elle dit que c'était une différence de mentalité et de perception des choses incroyable, parce que les juifs français, bon, ils voyaient bien que c'était pas terrible, les circonstances n'étaient pas excellentes pour eux, mais bon, ils se disaient ça va passer. Mais les Polonais, eux, avaient une espèce de, pas de prescience, mais ils savaient que les choses tournaient toujours mal pour eux. Alors fatalisme, j'ai l'impression, j'aime pas trop, parce que j'ai l'impression que c'est comme si on disait, ben bon, ça va nous arriver, attendons que ça vienne. Non, c'est pas ça. Mais ils avaient plus le sentiment du danger, ils savaient. Et je pense que c'est le cas aussi pour Lucia, qui, elle, avait été élevée en Pologne, avait entendu des récits de pogroms et d'atrocités, de tout ce qui se passait là-bas, alors que dans les pays, disons, plus civilisés, comme la France ou la Belgique, où le mari de Lucia avait été élevé, parce qu'il était polonais lui aussi, Raphaël. Mais il a été élevé en Belgique, je crois qu'il y est arrivé à l'âge de 13 ans. Je ne retiens aucun chiffre. Alors j'ai ma mémoire ici. Et donc, il est arrivé. Et donc lui, il était élevé dans un pays civilisé. Et donc, voilà, comme un peu le grand-père de Anne Sinclair. Ça va pas très bien, mais si on a les papiers en règle, si on fait le dos rond, eh ben, peut-être que ça va passer comme ça. Et ça explique cette situation incroyable d'une famille juive qui se retrouve dans ce village perdu et qui y restera 2 ans. Ben oui. Au lieu d'y rester 1 semaine et de rapidement passer la frontière. Ils sont restés là 2 ans et finalement, est-ce qu'on peut presque dire qu'ils se sont intégrés avec ces pauvres paysans de Yau? Alors on peut montrer quelques images de l'époque. C'est une économie très rudimentaire. C'est une polyculture, on va dire, de subsistance. C'est des petits villages assez mal desservis. Les routes ne sont pas extraordinaires. Et donc c'est des... Aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. On vit de rien, quelques animaux, et puis polyculture, un peu de blé, et finalement, Raphaël se retrouve comme un paysan de Yau. Eh bien oui, parce que, disons que ils étaient donc là coincés, tous les mois ils devaient refaire les papiers, et donc il a décidé, puisqu'il voulait rester, lui, en attendant que ça passe, il a décidé de travailler, d'apprendre un petit peu la culture, parce qu'il n'était pas du tout cultivateur, bien sûr. Enfin, au départ, ce n'était pas son métier. Il l'a appris et il a loué un champ, et puis il cultivait le champ. Donc imaginez,
c'est assez... Et on l'a appris comment, cette histoire de chambre? Par les documents administratifs affreux Voilà. Alors, qui se succèdent. alors voilà Lousia avec le petit Édouard. Oui. Hein. Et ce qui est incroyable, c'est que malgré toutes ces vicissitudes, toutes ces péripéties, ben, c'est l'image du bonheur. Oui, je pense qu'elle a été heureuse à Yo. Et je ferai une petite... Alors, grâce à Maurice Lugassier, où c'est qu'il est? Il est là. Il m'a appris, parce que Maurice Lugassier est de Perpignan, et il m'a appris que les chaussures que portait Lousia sont des chaussures locales qui s'appellent des bigatades. J'avais jamais entendu ce mot auparavant. Et donc, elle consommait local. Voilà. Et donc, pendant 2 ans, cette famille reste là, s'implante avec des paysans peut-être pas très hospitaliers. Hein. Bah, écoutez, d'après... on les a vus, nous, ces paysans. Quand on est allé, ils sont tous décédés, mais à la première visite que nous avons faite à Yo, on a trouvé encore des gens qui se souvenaient, qui n'avaient pas l'air hostiles, qui avaient plutôt l'air gentils. Et il y en a une qui vit encore, une dame, bon, elle est très âgée, oui, elle est centenaire. Madame Co, c'est la belle-mère du maire actuel de Yo. Elle vit encore. Bon, maintenant, elle est plus trop apte à raconter ses souvenirs, mais elle nous les avait racontés quand même à l'époque. Elle avait acheté une veste au grand-père d'Édouard. Alors, une autre photo. Voilà, toujours cette image du bonheur, hein, cette maternité, hein, c'est l'image de la maternité comme dans la peinture, hein, c'est très émouvant. Alors, on voit les masures, hein, puisque bon, ils n'habitent pas dans un... Ils n'habitent pas au Ritz, non. Ils habitent dans des masures. Alors, on a trouvé le journal de Hilda, la sœur de Raphaël, qui était donc là aussi au début, parce qu'elle s'est mariée, elle est partie, heureusement pour elle d'ailleurs. Et elle raconte que quand ils sont arrivés dans le village, on les a mis dans une masure. Alors, je ne sais pas si on lui a dit ça va dans la masure ou quoi, parce que c'était un mot, certainement, elle ne savait même pas ce que ça voulait dire, mais elle l'a appris à ses dépens, parce qu'il n'y avait rien là-dedans, pas d'eau, pas d'électricité, pas de toilette, rien. Alors, concernant la langue, hein, puisque à Anvers, on est bilingue, hein, français et flamand, elle parlait français, hein, et donc elle possédait, comme Raphaël, la langue française, donc ça a beaucoup facilité quand même l'intégration dans ce petit village perdu. Certainement, oui. Une autre photo, alors là, voilà, toujours le petit Édouard, et alors... avec son grand-père. Son grand-père, il faut quand même rappeler son âge, hein. 58 ans ici. 58 ans, hein. Donc on voit qu'ont été les souffrances pour... Oui. Et alors ce qui est frappant, c'est le pantalon. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots? C'était un homme, dans le livre, nous avons trouvé des photos des grands-parents quand ils étaient encore... ils étaient nés en Pologne, mais ils avaient été en Autriche, et puis de là en Belgique. Et donc c'était un homme très élégant, avec un col dur, avec des boutons de manchette, la grand-mère un corset, enfin vraiment des bourgeois. Et là, vous voyez, on le retrouve un peu beaucoup rustique, mais à regarder de plus près, on voit que même le pantalon abîmé avec des trous, c'est peut-être l'ancien pantalon de Vienne, chic qu'il avait. C'était des gens pauvres, hein. C'était des bourgeois, mais pauvres. Il avait perdu tout son argent, je crois, à la bourse. Et donc, il faisait les marchés en Belgique, à Anvers, mais chaque année, il se faisait faire un costume sur mesure. Voilà. Alors, ce qui est déchirant, c'est qu'on a ce petit noyau familial perdu dans un village perdu de Yo, mais observé par la police, par une sorte d'espion. Et finalement... il n'avait que ça à faire, sans doute. On a... alors là, vous avez... c'est une autre photo. Cette belle photo dans J'aime beaucoup une cette piscine photo. d'eau naturelle à Yo. Hein. Oui, parce que Yo, c'est un village, réputé, le mot est fort peut-être, mais connu pour les sources d'eau chaude. Il y a un genre, je ne veux pas dire un spa, mais un genre de, je ne sais pas quoi, un petit centre, thermal. Un petit centre où ils font quelques massages, où il y a de l'eau chaude. Mais à l'époque, il y avait déjà l'eau, donc, et un bassin de plein air. Et qui existe toujours d'ailleurs, mais il est couvert maintenant. Il y a une espèce d'avant-toit. Mais là, il était en plein air et donc Lousia profitait du bassin avec son enfant. Alors ces 3 images de la maternité épanouie, hein, ça les rend encore plus déchirantes après ce qui va arriver. Ouais. Alors, on parlait
cette famille qui tente de vivre, de se faire oublier, d'être comme tout le monde, en fait, est observée par beaucoup de gens, par les gendarmes. Hein. Et là, c'est des documents qui ont été retrouvés. Hein, Ah oui. où, alors, celui-là, là, c'est par contre le texte de. Là, c'est pas la une lettre, délation, là. Hein. Là, c'est Ça, pas une délation. c'est la lettre C'est la lettre hein, du père d'Édouard, C'est de ça. Raphaël. C'est ça. Oui, alors il y a eu pas mal d'échanges qu'il ne connaissait pas, lui. Mais à l'issue de ces échanges, où on les surveille, on se méfie, on se demande s'ils sont pas en train de bricoler, de trafiquer. Des espions communistes. Des espions communistes, s'ils font pas du marché noir, parce qu'ils n'avaient rien pour vivre, rien. C'est ça. Et alors, apparemment, ils auraient peut-être acheté des œufs à droite à gauche chez des paysans pour revendre aux gens de passage, j'en sais rien. Enfin, d'après ce qu'on a lu là-dedans, alors là, c'est le grand drame. On dirait que c'est Al Capone qui trafique, je sais pas quoi, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Alors, il y a des échanges de lettres et qui se terminent par on va les mettre ailleurs, parce qu'ils sont trop près de la frontière espagnole. On pourra mieux les surveiller ailleurs et on est sur le point de les envoyés dans un autre village qui s'appelle Saint-Paul de Fenouillet. Ouais. Et on lui dit à Raphaël, certainement, et lui, il écrit cette lettre, le mari de Lucia, il écrit cette lettre. Alors, ce qui est émouvant, c'est qu'on est donc en juin 42, hein, oui. Et il dit, voilà, nous avons ensemencé un terrain avec des pommes de terre, des petits pois, des haricots, des betteraves, des navets, des carottes. Et en gros, il dit, mais laissez-nous récolter le fruit de ces semences, tout simplement, hein, tout simplement. Un autre document, Catherine, voilà. Alors ça, c'est très émouvant. Nous vous prions, Monsieur le Préfet, de tenir compte de toutes ces circonstances et de vouloir me donner votre permission de vivre et de continuer à travailler la terre. Alors évidemment, ça veut dire vivre de la terre, hein, mais ce qu'on lit aujourd'hui, c'est donnez-nous la permission de vivre. Hein, c'est vraiment... Et vous voyez, vous remarquez au passage l'excellent français lequel est écrite cette lettre. Oui. Ah. Un autre document, voilà, donc voilà, hein, la même chose. La permission de vivre et de continuer à travailler la terre. Alors, on ne savait pas, avant d'avoir vu tous ces échanges de lettres, on ne savait pas, on se demandait s'il n'y avait pas eu des dénonciations ou quelque chose. Mais là, on voit bien que non, puisque le père d'Édouard donne la liste de tous les gens qui sont là. Il lui dit au préfet, « Veuillez trouver nos noms et prénoms ». Alors, il y a le grand-père, qui s'appelle Simon, je ne sais pas, Drommenschlager, le père, Richard, c'est lui. Alors oui, les prénoms, il s'appelait Richard, mais on l'appelait aussi Raphaël, il y avait les deux noms. Elle s'appelait Léa et Lucia, alors elle est dite Léa, et Édouard, âgé de 3 ans, de 2 ans. Âgé de 2 ans. Oui, un autre document. Voilà. Alors, on arrive à cette journée terrible. Cette journée terrible. Le 26 août 1942. Voilà, donc imaginez la situation, hein, c'est un matin d'août, et dans ce petit village arrive un camion de gendarmerie. Alors à cette époque, ça devait faire un petit peu de bruit, pop, 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 comme ça. Donc, et surtout que c'était toujours très tôt le matin, 5-6 heures. Puis il ne devait pas y avoir de voiture, peut-être des carrioles. Seulement des carrioles. Ouais. Et donc tout le village a dû entendre pop, 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 pop. Ce sont les gendarmes français qui arrivent. Français, hein. Pour rafler les gens. Et là, voilà. Alors là, allez-y, Catherine. Les gendarmes français, alors on a su après, parce que à l'époque, elle se doutait, je pense, Lucia se doutait que ça tournait mal de plus en plus. Il y avait pas mal de camps de regroupement dans le sud de la France, pas loin de là où ils étaient, qui se vidaient, on les vidait, les gens, on les amenait ailleurs. Alors elle avait peur, elle se doutait certainement. Mais Raphaël faisait toujours pareil, on va rester, on est en règle, on a loué le champ. Vous voyez comme il parle au préfet, on est en règle, on a un champ, on cultive, on est autonome. Et donc, elle n'était pas tranquille. Et ce jour-là, donc... vous savez, il y avait eu la rafle du Veldiv peu de temps avant, mais on n'avait pas eu le bon compte. On n'avait pas arrêté autant de gens qu'on aurait voulu. Voilà, il n'y avait pas assez de juifs arrêtés dans la zone occupée. Et donc comme les trains de déportation qu'on a commandés par avance sont prioritaires,
eh ben, il faut qu'ils partent avec du monde dedans. Et ce monde-là, ben, si on ne l'a pas trouvé là, en zone occupée, ben, c'est pas compliqué, on va le trouver en zone libre. Et c'est ce qui se passe. Ils ont commencé, donc c'est pour ça qu'ils vidaient les camps qu'il y avait là-bas de Gurs, je ne sais plus lesquels. Et donc, Lousia, il connaissait tout ça, il devait le savoir, il y avait beaucoup de gens qui passaient. Et donc, ils le savaient, et donc ce jour-là, ils sont allés les chercher à eux. Mais pas qu'à eux d'ailleurs, parce que tout à l'heure, la carte que vous avez montrée, il y avait plein de petits villages, là, Voilà. Bourg-Madame. C'est ça. Alors, on a un historien de Perpignan a retrouvé la circulaire préfectorale qui dit « Vous irez chercher des Israélites dans les Pyrénées-Orientales et vous avez la liste. » Alors, c'est effarant. Par exemple, Montlouis, 2. La Cabanas, c'est tout petit, 1. Voilà. Et vous avez toute la liste. Et le document s'appelle Ramassage des Juifs. Voilà. Texto. Et donc, le camion de gendarmerie arrive à Io. Et la tâche des gendarmes, c'est d'arrêter 3 personnes. Parce qu'à Io, il y en a 3. Alors là, explique comment ça s'est... En fait, Lousia comprend quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Lousia comprend qu'on vient les arrêter et elle veut sauver son enfant. Et elle prend son enfant et elle va le cacher, elle va le donner au voisin. Voilà. Donc, c'est comme dans... Enfin, on peut imaginer un film. Elle prend l'enfant et elle le met dans les bras du voisin. Et alors là, les gendarmes, ils ont dû être un peu embêtés parce qu'il en fallait 3. Et il n'y en avait que 2. Ah, alors qu'est-ce qui va se passer? À mon avis, je n'ai pas de preuves, je n'étais pas. Mais j'ai réfléchi longtemps d'ailleurs, parce que je ne comprenais pas. Alors, on a arrêté 3 personnes, effectivement. On a arrêté Lousia, son mari, et le père du mari. La grand-mère était déjà décédée de maladie dans le village. Donc, il restait... et la tante, la sœur du mari de Lousia, Hilda, était partie... elle s'était mariée, donc elle n'était plus là. Et donc, dans le village de cette famille... il y avait le grand-père, donc, qui était veuf, Lousia Raphaël, et l'enfant. Voilà. Et en fait, donc, il fallait prendre l'enfant. Il fallait prendre... Parce que, voilà, en fait, ils ont arrêté... Ce que nous savions, c'est qu'ils avaient arrêté Lousia, son mari, et le grand-père. Lequel grand-père s'est fait relâcher quand il s'est trouvé dans ce camp de Rivesaltes, parce que lui n'était pas déportable. Il y avait des catégories. Celui-là est déportable, celui-là non, ça dépendait. Enfin, il y avait plusieurs catégories comme ça. Le bébé, enfin l'enfant de 2 ans, était déportable. L'enfant était déportable. Depuis une semaine, il était. Les règles avaient changé pour qu'on puisse embarquer plus de monde. Et le grand-père ne l'était pas. Et on ne comprenait pas pourquoi. Alors j'ai réfléchi, et j'ai trouvé, je suis arrivée à une conclusion. Je pense qu'il n'y en a pas d'autres, mais bon, je n'ai pas la preuve absolue que c'est ça. Je pense qu'ils venaient chercher Édouard et pas le grand-père qui n'était pas déportable. Ils ont menacé, et le grand-père s'est proposé à la place du petit. Voilà. Alors les gendarmes étaient contents, ils avaient leur contingent de 3. Le grand-père, il est allé, il adorait son petit-fils. Et ils sont allés tous les 3 à Rivesaltes. Et là-bas, il est ressorti, le grand-père. Voilà. Mais donc, les parents d'Édouard, non, ne sont pas ressortis. Cette substitution, c'est terrible. Hein. Ouais. Finalement, les gendarmes ont dit, bon, on n'a pas de temps, allez, on prend le grand-père, et puis voilà. Basta. Hein. Voilà. Et, on les a amenés dans ce camp. Dans le camp de Rivesaltes. Bon, ça, c'est des images d'aujourd'hui. Hein. Il y a maintenant un beau mémorial pour rappeler tous les gens qui sont passés par ce camp. Hein. C'est un lieu d'infamie c'est horrible. Dans les Pyrénées-Orientales. Hein. Horrible, on voit toujours ça. Ouais. Il y a toujours ces Alors, il se trouve que baraques. Ma mère était de Rivesaltes. Hein, et elle était née en 1932. Et elle avait l'interdiction, avec les copains en bicyclette, de s'approcher du camp. N'allez pas voir ces gens-là, etc. Évidemment, comme tous les enfants, ils y allaient. Et ma mère m'a dit, encore très tard, et avant de décéder, m'a dit, le visage de ces gens, je ne les oublierai jamais. Voilà, imaginez des enfants qui en vélo se promènent, hein, et puis sont devant la misère la plus terrible. Hein, et ça avait frappé ma mère jusqu'à quelques semaines avant de décéder. Elle me parlait de ces gens. Je ne suis pas étonnée parce qu'ils étaient détenus, les gens, dans des
dans des conditions effroyables de misère, de malnutrition, de maladie. Donc l'arrestation, c'est le 25 août 42, 26. Et il reste à Rivesaltes jusqu'au 4 septembre. Oui. Et là, tout le travail de Serge Klarsfeld a permis de démontrer qu'ils s'en vont le 4 septembre vers Drancy. Et puis, ça sera le convoi 31 vers Auschwitz. Oui. Alors, on peut montrer d'autres documents. Voilà. Alors, ça, c'est une découverte de Serge Klarsfeld. Oui. C'est Luzia. C'est la carte du séjour très bref. Dans le camp qu'on appelle d'hébergement de Rivesaltes. Voilà. Alors que les conditions sont effroyables. Notre document. Alors, oui, avant d'en venir à cette lettre, attendez, on va revenir en arrière parce que cette lettre, elle est tellement. Comment on fait pour revenir? Hop, j'arrive pas. Voilà. Bien. Donc, c'est le 4 septembre que le train part à Drancy. C'est ça. Et de Drancy à Auschwitz, c'est le convoi 31. Et dans ce convoi, qui amène les parents, qui amène Luzia, qui amène Raphaël, il y a une petite fille de 11 ans aussi. Il y avait beaucoup d'enfants, parce qu'à la rafle, vous avez peut-être vu tous La Rafle, le film La Rafle, on voit qu'ils séparent les enfants des parents, on envoie les parents se faire assassiner, on garde les enfants, et les Français, les autorités françaises ont insisté pour qu'ils partent aussi, et donc ils sont partis, mais en décalage, les enfants. C'est ça. Ils sont partis tout seuls. Et dans le convoi 31, il y a Luzia, il y a son mari, et il y a une petite fille de 11 ans, qui porte le même nom que moi. Qui s'appelle Catherine Grinfogel. Pas Catherine. Céline. Oui. Céline. C'était une cousine à moi. Voilà. Petite cousine de mon père. Donc le train quitte Rivesaltes vers Drancy. Et il fait un arrêt à la gare de Narbonne. Comme tous les trains, encore aujourd'hui, et la plupart du temps, on s'arrête à Narbonne. Et là, il y a la lettre. Voilà. Alors, pendant que Luzia était à Rivesaltes, les Allemands, les autorités du camp, demandaient aux parents de récupérer leurs enfants qui étaient dans des colonies placées à droite à gauche. Ils leur disaient, parce qu'ils étaient très humains, ces gens-là, ils voulaient les regrouper. C'était le regroupement familial. C'est ce qu'a dit Papon d'ailleurs. Quand je suis allée, j'ai assisté un peu j'allais quelquefois à son procès. Et il disait qu'ils avaient fait ramener les enfants parce que c'était dans un geste humain, d'humanité, pour regrouper les familles. Oui, on les regroupe dans les camps d'extermination et dans les chambres à gaz, on les regroupe. Et donc, ils ont demandé la même chose à Rivesaltes. Ils ont demandé. Mais Luzia, elle n'a pas dit. Ouais. Et donc, on anticipe un petit peu. Et donc, Édouard, il va grandir... Non, on a oublié. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la gare de Narbonne? Oui, on va y revenir. Ah, d'accord. Mais ça, petite parenthèse, le bébé, enfin l'enfant qui a été remis comme ça précipitamment au voisin, il va grandir. Il est resté pendant toute la guerre chez les. Non, le grand-père est sorti du camp de Rivesaltes. Oui. Il est sorti et il a insisté pour récupérer cet enfant qu'il aimait beaucoup, qui était certainement sa consolation, puisqu'il était maintenant seul. Et donc, il l'a récupéré. Ils sont repartis dans le village tous les deux, à Ayo. Ayo, c'est ça. Dans le même village. Et finalement, Édouard, il parlait catalan. Oui. Il servait la messe. Oui. Voilà. Oui, voilà. Et oui. Voilà. Et donc, il trayait les vaches. Revenons au train. Oui. Au train qui va de Rivesaltes à Drancy et qui s'arrête à Narbonne. Et là, c'est cette lettre. Cette lettre... au timbré du maréchal Pétain. Oui. Et racontez, Catherine. Là. Eh bien, alors, Luzia a eu la chance, entre guillemets, si l'on peut dire, de voyager exceptionnellement dans un train de voyageurs. C'est bon, on les faisait voyager dans des wagons à bestiaux, même du camp de Rivesaltes à Drancy. Drancy, c'était le regroupement définitif en France avant de repartir direct en Pologne. Les hommes. Mais pas tout le temps, c'est ce jour-là. Voilà. Et peut-être deux fois, ça s'est arrivé comme ça.
les femmes et les enfants voyageaient dans des des wagons wagons normaux de voyageurs et les hommes sur de la paille dans des wagons à bestiaux. Et donc, le train s'arrête à Narbonne. Et quand elle a compris, elle savait certainement, elle savait qu'elle ne reviendrait pas, ou elle en était très consciente. Et alors elle s'est dit, j'ai été séparée de mon enfant, mais j'ai même pas pu lui dire, j'ai rien pu lui dire. Et donc elle avait écrit une lettre au camp de Rivesaltes. Elle l'avait cachée certainement. Et quand elle était à la gare de Narbonne, elle a pu la sortir. Elle a ouvert la fenêtre du wagon et alors moi j'ai imaginé qu'elle l'a donné à quelqu'un sur le quai, un monsieur, un voyageur égaré qui était là. Peut-être qu'elle l'a jeté sur la voie, peut-être que c'est un cheminot, mais j'ai trouvé que j'ai choisi cette version-là. Je n'y étais pas encore une fois. Et donc voilà, la lettre est adressée à l'oncle d'Édouard. Et vous voyez en dessous, il y a marqué « C'est pour le petit Édouard ». Et l'oncle qui habitait au Lerme, près de Toulouse. Oui, qui se cachait aussi, qui se cachait, tout le monde se cachait. Et le miracle, c'est que la lettre a été postée et est arrivée au Lerme. Oui. Alors, cette lettre, elle est exposée sur plusieurs mètres au mémorial de Rivesaltes. Mm-hmm. Alors, on ne va pas la lire parce que ni Catherine ni moi, nous n'y arrivons. On va juste vous montrer un extrait agrandi. Voilà. Mettez-le. Encore ? Voilà. Voilà. Mon petit amour chéri. Il ne faut, oui, je trouve cette phrase pas nous en vouloir. Incroyable. Je ne comprends pas cette phrase. Elle lui dit, elle avait que 24 ans, et elle lui dit, il ne faut pas nous en vouloir un jour si nous t'avons fait quelque tort. Mais quel tort ils ont pu lui faire ? Je ne comprends pas cette phrase, qui me fait très mal. Donc c'est la pièce maîtresse du livre, elle apparaît à la fin, et cette lettre est arrivée. Oui. Et la suite de l'histoire est aussi émouvante, Catherine. Elle est arrivée, mais l'oncle... alors bon, ils ont attendu la fin de la guerre parce que c'était dangereux pour tout le monde. Et puis à la fin de la guerre, l'oncle et la tante, Monsieur Broda et sa femme, qui était donc Hilda, la sœur du père d'Édouard, ils sont allés chercher Édouard, qui était donc dans ce village, qui était gardé par les gens, les voisins, les mêmes voisins. Alors ça a été un deuxième déchirement, oui. Parce que les parents adoptifs, en quelque sorte, n'avaient pas pu avoir d'enfants. Non, ils n'avaient pas d'enfants, ces gens, les voisins. Et c'était attaché. Je pense, oui, qu'ils étaient très attachés. Et on est venu leur reprendre le petit. Alors, il y a eu quelque chose, on ne sait même pas quoi. Et on n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir parce que toutes les personnes sont décédées. C'est en 46 ? En 45, à la fin de la guerre, dès que les choses ont été plus calmes, l'oncle et la tante sont allés rechercher le petit chez les gens de la campagne là-bas. Il y a eu donc, peut-être qu'ils n'ont pas voulu le rendre, je ne sais pas. Nous savons que l'oncle d'Édouard lui en voulait beaucoup à ces gens, et on ne sait pas pourquoi. Peut-être que donc ils n'ont pas voulu le rendre. Hein. Et ils ont récupéré l'enfant et ils l'ont gardé avec eux. Ils ont attendu que les parents reviennent. Les parents ne sont pas revenus. Et l'enfant a été élevé avec eux. Il a été aimé, choyé, élevé comme leur enfant d'ailleurs, avec l'oncle et la tante. Donc. Et Édouard n'a lu cette lettre ? Alors l'oncle n'a pas jugé bon de donner la lettre à Édouard. Et peut-être, je pense qu'il l'a fait dans une bonne intention. Il devait croire qu'il le protégeait, que ce serait trop douloureux peut-être pour lui. Et donc il ne lui a pas donné. Mais... je pense que la tante voulait lui donner. Et c'est ce qui s'est passé. Elle lui a donné quand l'oncle est décédé. C'était lui qui faisait barrage. Et quand l'oncle est décédé, la tante a donné la lettre à Édouard, qui avait quand même 45 ans. 45 ans. 43 ans s'étaient écoulés. Voilà. Donc, le petit Édouard n'a lu cette lettre qu'à l'âge de 46 ans. Et alors l'oncle voulait le protéger. Ce fut terrible pour lui. Ce fut terrible. Ouais. Un déchirement terrible.
il avait essayé de se protéger jusqu'alors. Il essayait vous savez, pas d'oublier. On n'oublie pas ça. Mais sans qu'on lui ait jamais rien dit d'ailleurs. On ne parlait pas, on n'expliquait pas, on ne disait rien. Mais il savait. Il fallait tourner la page. Non, mais c'était trop douloureux sans doute. Tourner la page, non, on ne tournera jamais la page. La page ne se tourne pas. Mais donc il pouvait un peu faire abstraction, disons, même si c'était au fond de lui. Mais quand il a reçu cette lettre, il n'a plus pu faire abstraction. Et là, ça a été très, très douloureux pour lui. Alors, lire cette lettre, la voir pour la première fois, c'est aussi émouvant que voir le journal d'Anne Frank, le vrai, sous son verre blindé à Amsterdam. C'est un choc. C'est le même choc. Mm-hmm. Eh bien, cette lettre est terrible, comme je l'avais dit à M. Gabet, qui l'a repris dans son article. Moi, je la lis 100 fois et je pleure 100 fois. Elle est très émouvante, elle est incroyable de préscience, d'intelligence, d'amour pour son fils. Et dans un français, il y a une faute d'orthographe. Voilà. Et elle lui donne elle lui donne des consignes pour sa vie. Sois gentil, sois bon, sois sage et indulgent. Et elle lui dit de s'adresser à ses parents. Elle donne l'adresse. Oui. Adresse en URSS, puisqu'ils ont été... Oui, elle donne l'adresse habituelle et l'adresse actuelle en Sibérie, là où ils sont en ce moment, dans le goulag. Là. Oui. Et puis, voilà, elle lui dit adieu. Elle lui dit adieu. Et elle lui dit surtout qu'elle l'aime. Voilà. Alors, on ne va pas conclure là-dessus. Peut-être, est-ce qu'il y a des questions ? Ou Catherine, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je ne vois pas ce que je pourrais ajouter. Je ne sais pas ce que je pourrais ajouter. Est-ce que vous avez des questions ? Bien. En tout cas, merci d'être venus, parce que là, vous tous, eh bien, on redonne vie à... Ah oui, c'est ça qui me fait plaisir. C'est ça qui me fait plaisir. Merci. Le roman Luzia de Catherine Grinfogel-Drommenschlager est paru aux éditions Hermann. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée samedi 20 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, organisée dans le cadre des Journées de la culture juive en partenariat avec l'association Hebraïka. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio.